Bien, bonjour à tous. Nous sommes dans le ZCL News de l'après-carnaval. Ils ont enterré Vavalier, mais il est ressuscité l'année prochaine. Et pour moi, quand même, qu'il y a de petits frisés. Mais c'était un assez bon carnaval, globalement. Aussi bien à Bastère qu'à Pointe-à-Pitre. Vous m'a fait le maximum à Bastère d'après ce concert. Et aussi à Pointe-à-Pitre, les groupes ont donné le tempo, mais ce n'était pas le big carnaval, mais en fait c'était un carnaval quand même. Et nous avons dit moun qui était à Dingue, qui portait Manève, ben ça content. Deuxième bonne nouvelle. En France, on a annoncé aujourd'hui, c'est le Premier ministre français Castex, que le masque sera supprimé d'une manière générale. Et surtout, le pass vaccinal sera supprimé le 14 mars. J'entends bien, le 14 mars en France, il y a supprimé le pass vaccinal. Alors, le 7 mars, il était prévu de mettre Ibanou. Alors, voici préfet là, quand il mettait en bitin, quand il y a supprimé en France, dans 7 jours. On va en parler plus tard. Sinon, aujourd'hui, excusez-moi de des petits mots comme ça, mais c'est nécessaire pour se connaître ça. On va recevoir dans un moment Madame Marie-Élise Sextius. C'est une dame qui est présidente d'une association qui lutte contre l'obésité. Ça va être la semaine de l'obésité, les journées et les semaines de l'obésité. Elle sera avec nous en direct dans un instant. Et puis on va recevoir un peu plus tard Jérôme Geoffroy de la Mutualité française et bien sûr Philippe Romana. Ils viendront tous les deux parler de la promotion de la prévention de la santé dans les entreprises. C'est très important. Un peu plus tard, on va recevoir Pascal Loubert. Madame Loubert, elle est responsable de secteur dans la mission locale. La mission locale, c'est cet organisme qui aide les jeunes à trouver un job, parce que parfois ça arrête de trouver un travail. Et on sait bien que les jeunes guadeloupéens sont les plus touchés par le chômage. Donc, on parlera avec elle du rôle de la mission. J'ai envie de dire de la mission, des missions de la mission. Edith Révillus, elle est présidente de la commission TPE de la CCIG. Vous la connaissez bien, sous d'autres chapeaux, mais elle sera avec nous aussi. Et puis on va terminer avec Sandy Sky dans la chronique S2M. Voilà, c'est le sommaire des invités. Sinon, au niveau de l'actualité, on ne va pas revenir sur le carnaval. Bon, enfin, on va vous dire ce qui s'est passé à Capesterre, puisque le maire Jean-Philippe Courtois a rencontré des producteurs de bananes. Et aussi, il a dit un peu comment il voit la fin de cette grève, puisqu'il y avait une grève qui, depuis plusieurs semaines, mobilisait l'activité, bloquait l'activité dans sa commune de Capesterre-Bello. Jean-Philippe Courtois sera avec nous, on va l'écouter. Réaction du SA-UNSA sur la rentrée scolaire du 7. Quelle question que ça pose? Charlie Diagonia a posé la question. Et puis, on va parler de cette formation pour les vieux corps. Non, elle n'a pas dit ça. Les seniors, c'est mieux. Allez, voilà, c'est parti. Tout de suite, on part à Capesterre avec Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre, vice-président du conseil général, avec les producteurs de bananes. C'est Maxime Morel qui l'a rencontré, on regarde. Suite à la visite du chantier de la Plaine, nous avons présenté la structuration du projet qu'on a à Moulin-à-Eau, qui est un projet plus ambitieux, plus important, qui va concerner plus de planteurs et aussi plus d'activités surtout. C'est-à-dire on va profiter de l'emplacement stratégique de ce site en bordure de la nationale, le long de l'allée du Manoir, pour non seulement mettre une station de conditionnement collectif pour les petites et moyennes exploitations modernes, et aussi construire une mûrisserie. Et ce qu'on veut aussi faire, c'est profiter de cette opportunité pour faire en sorte que ces sites puissent être visités dans le cadre du respect des règles de sécurité, en apportant de l'information à la population locale, c'est-à-dire aux visiteurs, et également aux touristes, afin qu'ils connaissent mieux comment on produit la banane et qu'est-ce que la banane sur le territoire. La ville de Capesterre-Bello est ravie donc, de voir aujourd'hui cette dynamique qui est enclenchée donc, par les producteurs de bananes, nous permettre donc, de pouvoir maintenant projeter la filière en termes d'emploi, en termes de dynamisme et d'attractivité. Et avec ce fort chômage que nous avons sur notre territoire, il est indispensable pour que la collectivité de Capesterre-Bello, que nous puissions donc, nous situer donc, au cœur de ce projet, en faisant le lien entre toutes celles et ceux qui viennent en quête d'emploi au sein de la ville. Donc, nous avons mis en place récemment donc, une entreprise d'insertion que nous mettrons donc, à disposition donc, du groupement donc, des producteurs de bananes, de manière à pouvoir former les jeunes, les préparer en fait, à pouvoir s'insérer au sein donc, de ces différentes exploitations, afin qu'en bout de course, qu'ils puissent trouver un emploi qui soit pérennisé. L'activité de la production même bananière se complexifie et ça demande de plus en plus de moyens. Et
on risque d'avoir un décrochage, c'est-à-dire si les petits et moyennes exploitations notamment n'ont pas les moyens d'investir, eh bien, ils vont se marginaliser et notamment les nouveaux agriculteurs ne pourront pas rentrer. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des investissements lourds. Une fois que vous voulez améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire mettre palettiseurs, des convoyeurs automatiques, robotisés, automatisés, ce qui est dans l'air du temps, c'est impossible à faire sur une petite exploitation. Donc c'est un vrai défi, mais c'est un défi qui peut encore renforcer la compétitivité de la filière et sa durabilité. Dans le cadre du projet que nous portons, Capessa Bello, une ville nouvelle, nous avons surtout cette volonté d'obtenir le label ville touristique. Donc nous avons l'an dernier signé une convention avec le CTIG pour donner plus de visibilité à nos acteurs économiques, à nos sites, parmi lesquels le LPG doit pouvoir profiter de ceci. Et donc nous avons balisé avec le CTIG un circuit pour pouvoir présenter aux différents touristes qui viennent en Guadeloupe un certain nombre d'exploitations, comment on plante, comment on pousse et comment on récolte le fruit de la banane et surtout pouvoir aussi leur proposer le produit et les produits transformés directement sur les exploitations. Donc ce qui devrait à terme offrir de la visibilité à nos producteurs, leur offrir aussi de nouvelles sources de recettes, mais surtout faire de Capesterre-Belle-Eau ce territoire incontournable. Mais c'est une bonne initiative pour les producteurs de bananes, puisqu'ils payent seulement vendre bananes envoyées en France, mais aussi, quand des touristes viendront, ils pourront peut-être visiter des plantations de bananes, puisque Capesterre, quand même, avant c'était le sucre, la canne à sucre, maintenant c'est la banane. Eh bien, elle est arrivée, Madame Marie-Élise Sexius, la présidente de Lagos. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous avez passé un bon carnaval? Au calme, très bien, merci. Au calme, très bien. Alors, vous êtes ici parce qu'il faut parler de l'obésité. C'est une maladie, enfin, c'est une pathologie, on ne va pas dire une maladie, une pathologie qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Et j'ai même que le chiffre qu'on me donnait, c'est aujourd'hui 1 jeune sur 5, c'est ça? 1 sur 5, je pense qu'ils sont 2 sur 5 maintenant. 2 sur 5 maintenant? Ouais, l'année dernière, c'était 1 sur 5. 2 sur 5 sont obèses. Pourquoi, Madame Sexius, il y a autant d'obésité chez nos jeunes? Alors, je vais déjà... Pas seulement les jeunes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je vais déjà rebondir. L'obésité, c'est une maladie, ça a été défini par l'OMS comme maladie. Oui. D'accord? C'est une vraie maladie. C'est une maladie, tout à fait. C'est une vraie maladie. Pourquoi qu'il y a autant d'enfants? C'est ça? C'était quoi la question? Non, pourquoi il y a autant de jeunes? Parce que, bon, il y a des adultes, mais il y a surtout des jeunes, et les jeunes sont des futurs adultes. Pourquoi il y a autant de jeunes qui sont victimes de l'obésité aujourd'hui? Vous savez que l'obésité, c'est une maladie avec plusieurs facteurs. Ça peut être un facteur environnemental, physique, physiologique, génétique. Et c'est vrai qu'on se rend compte chez nos jeunes aujourd'hui, nos enfants sont très sédentaires. Nos enfants ne bougent pas. Il y a l'émergence des écrans qui ne facilitent pas les choses. Et puis, on va aussi rebondir sur l'alimentation. Ah, l'alimentation, oui. Tout à fait. L'alimentation, c'est vrai que si c'est une alimentation qui n'est pas saine, si c'est des enfants qui sont adeptes aux boissons sucrées, on sait bien que chez nous, la boisson sucrée a un taux de sucre vraiment plus important que les boissons sucrées qu'on trouve ailleurs. Oui, surtout les yaourts, les limonades, etc. Tout à fait. Voilà, tout ça influe sur la santé de nos jeunes. Oui. Et nos jeunes ne comprennent pas ça? Alors, est-ce que nos jeunes ne comprennent pas? Vous savez, quand vous avez accès à tout, je pense que c'est une facilité pour la famille, pour le parent qui cuisine, pour le parent qui fait les courses. Oui. C'est une facilité, tout est accessible. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse réfléchir sur une réglementation pour pouvoir recadrer justement tous ces accès faciles destinés à ces familles qui sont surtout en situation de précarité. Alors, vous dites, Madame Sexius, que c'est un problème d'alimentation sucrée, mais il n'y a pas que le sucre qui crée l'obésité. Il n'y a pas que le sucre, c'est ce que je dis, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs. Après, vous savez, par rapport à nous qui prenons en charge nos enfants, nous savons surtout que ça peut être un problème dans la famille, il y a un stress. Vous savez, l'obésité, il y a plusieurs facteurs qui déclenchent cette maladie chez nos enfants. Mais c'est vrai que l'alimentation en fait partie. Mais nous avons la sédentarité qui est en cause. La sédentarité, manque d'exercice physique, c'est ça? Tout à fait. Nos enfants bougent vraiment moins aujourd'hui. Ils ne vont pas marcher sur la plage le dimanche, par exemple. Il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que la famille n'a pas toujours le temps. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse
partir sur une éducation. On sait bien que la prévention est basée sur une éducation et aussi sur un dépistage précoce. Oui. Ça nous permet effectivement de se retrouver avec une obésité aussi sévère et morbide que nous avons chez nos jeunes aujourd'hui. Oui, parce qu'on sait que pendant la pandémie, pendant le Covid, les gens qui étaient obèses avaient du diabète et facilitaient malheureusement, j'ai pas envie de dire la mort, mais enfin, presque. Je veux dire que souvent, les gens qui étaient, comme on disait, qui avaient des comorbidités, étaient souvent des personnes qui étaient obèses et qui avaient du diabète. Alors, quelle est la solution aujourd'hui? La solution aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse vraiment investir dans la prévention. Vraiment, il faut investir dans la prévention. Et comme je me répète, on sait bien que la prévention, si elle est basée sur une éducation, oui, on prévient effectivement la problématique de l'obésité infantile. Ça nous permet d'endiguer justement l'obésité infantile chez nos enfants. Oui. Il faudrait qu'on puisse, nos acteurs et nos institutions puissent vraiment entendre de prévenir et d'investir sur la prévention. Alors, oui, alors, on entend par là, oui, je vois par rapport à nous, à GOS, mettre en place des structures des centres de prévention. Oui. Ce serait un lieu qui serait vraiment destiné aux familles et aux enfants pour leur permettre justement de prévenir cette maladie, de les éduquer, de les apprendre à retrouver goût à la cuisine, de les apprendre à cuisiner d'eux-mêmes. Et cuisiner sainement, surtout. Cuisiner sainement. Et de promouvoir nos produits locaux, de cuisiner nos produits locaux, ça aussi, c'est très important. Alors, c'est pas pour être très dur avec, mais ça signifie que le McDo et le KFC ne sont pas des lieux à encourager pour nos enfants. Non, on ne va pas les encourager, mais ils sont là. Il faudrait que le parent ou l'enfant puisse entendre qu'on se fait un plaisir. Chez un enfant, il n'y a pas de privation, mais oui, il faut faire entendre que voilà, aujourd'hui tu en as eu, dans 3 semaines, voilà, il ne faudrait pas faire de cette une cure de McDo. Voilà, il ne faudrait pas faire, je ne peux pas dire d'une alimentation, c'est pas une alimentation, mais ce genre d'aliments, une alimentation saine. Non. D'accord. Et alors, une alimentation quotidienne. Alors, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les pouvoirs publics, ce qu'on appelle dans les politiques publiques, on prend suffisamment en compte ce désir que vous exprimez de prévention? C'est-à-dire les politiques, région, conseil général, département, préfecture, ARS, etc. Vous savez, l'obésité, c'est un fléau planétaire. Aujourd'hui, l'obésité, c'est une pandémie qui est permanente. Elle est galopante. Est-ce que nos élus, comme je dis, dans le monde, je pense que dans les discours, oui, on entend, on fait beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, mais concrètement, pour le moment, il n'y a rien qui est fait de manière à vraiment réduire cette prévalence sur le territoire. Oui. Et vous, en tant qu'Agos, vous poussez quand même un petit peu vers ces gens-là? Vous allez les voir de temps en temps du cas de On fait de notre mieux pour pouvoir justement les pousser et puis permettre à nos institutions, à nos décideurs d'entendre. Mais vous savez, demain, c'est la journée mondiale de l'obésité, le 4 et le 5. Et justement, on prévoit de mettre en place une journée institutionnelle le 25 mars. Oui. Et je profite pour vous dire aussi qu'il y aura une marche active destinée à la population pour les sensibiliser à la maladie de l'obésité. Alors, la marche aura lieu où et comment? La marche aura lieu à Basse-Terre. On sera en partenariat avec Jogger Sport. Il faudrait s'inscrire à Jogger Sport pour pouvoir participer à la marche. Mais on part d'où et on va où? On partira devant la mairie de Basse-Terre. D'accord. On fera 5 km autour de Basse-Terre. Autour de Basse-Terre, sur le béton? On reviendra... Sur le macadam? Sur comment? Sur le macadam, on va faire 5 km sur le macadam. Autour de Basse-Terre, dans la ville de Basse-Terre. Et on va se retrouver devant justement l'esplanade de Basse-Terre et on aura des centres d'information, de prévention et de sensibilisation à la population.
Oui, et vous invitez tous les gens qui... Toute la population est conviée à participer. Les gens qui sont obèses ou bien tout le monde? Toute la population est conviée à participer à cette marche. Alors, vous avez une association, l'AGOS, je ne vous ai pas demandé ce que ça voulait dire, AGOS? AGOS, Association anti-Guyane de lutte contre l'obésité, le surpoids et la sédentarité chez l'enfant. Voilà, alors, est-ce que l'AGOS a les moyens de mener une campagne de prévention ou de lutte contre l'obésité? Vous savez que petit, grand, on fait. AGOS le fait parce qu'on a la volonté d'être des altruistes. Hein. Du coup, on met en place des actions. Mais c'est vrai que vraiment, pour pouvoir structurer cette prévention, il faut qu'il y ait plus de moyens et des moyens venant de nos institutions. Et vous avez demandé ces moyens? On fait que ça et on continuera à demander parce qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps la problématique de l'obésité. Parce que les préventions de l'OMS, si on ne prend pas à bras le corps aujourd'hui la problématique de l'obésité chez l'enfant, oui. En 2030, ça sera 250 millions d'enfants qui seront atteints d'obésité. Dans le monde? J'entends bien dans le monde. Mais c'est vrai que sur notre territoire en Guadeloupe, nous savons que nos enfants sont 2 fois plus impactés que les enfants qui sont nés à l'extérieur. Ah bon? Voilà. Comment ça se fait? C'est les chiffres. Les enfants de Guadeloupe, Martinique, Guyane sont 2 fois plus exposés à l'obésité que les enfants... Je voudrais bien comprendre quelque chose. Un enfant ne naît pas obèse, même si vous avez dit c'est génétique. C'est au fur et à mesure de sa mauvaise alimentation et de son stress et tout que... J'ai dit que ça peut être génétique. C'est pas totalement... voilà. Un enfant naît, c'est vrai qu'il y a des statistiques qui vous démontrent qu'un enfant qui a 2 parents qui sont obèses a un pourcentage de chance d'être un enfant, d'être obèse. Oui. Mais c'est vrai que dès le jeune âge, il faudrait déjà commencer à mettre en place de bonnes habitudes pour éviter cette problématique d'obésité chez nos enfants. D'accord. Et donc rendez-vous à la mairie, devant la mairie demain, c'est ça? Non. Alors, la journée mondiale de l'obésité, c'est le 4 mars, le 4 et le 5 mars. Et nous mettons en place des actions le 25 mars. Le 25. La journée institutionnelle, le lieu sera bientôt défini. Et le 27 mars, une marche de sensibilisation à la population. Donc je vous invite avant le 27 mars, alors. Je vous invite tous à participer à cette marche. Bien. J'espère que vous avez été entendu, que les parents, vous avez un message à donner aux parents qui vous écoutent en ce moment? Un message que je pourrais donner aux parents, c'est vraiment de mettre toutes les actions en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rapprochez-vous de l'association AGOS. Nous sommes là pour pouvoir vous encadrer, vous orienter et permettre que vos enfants aient une bonne santé. Un numéro de téléphone. Le 06 90 43 79 92. 06 90, reprenez-le, parce qu'en général, il faut donner 2 fois le numéro. Alors, AGOS, pour joindre AGOS, vous pouvez nous appeler au 06 90 43 79 92. Bien, Madame Sexy, je vous remercie. On prend note pour cette journée institutionnelle demain, et puis au mois de mars, vers le 27, c'est ça, 25? Non, la journée institutionnelle, c'est le 25. Le 25. Et la marche le 27. Et M. Zandronis, je vous encourage à venir marcher avec nous le 27. Je marche déjà chaque week-end, mais enfin, si vous m'invitez à venir, on fait une petite marche avec vous. Vous savez que les médias, vous avez un rôle très important dans nos actions et dans la prévention. Puisque à travers vous, vous permettez que nous, acteurs de terrain, que nous puissions faire passer les messages. Mais c'est bien pour ça qu'on vous a invité, Madame Sexius. Merci, M. Zandronis. Pour faire passer le message. Et j'espère qu'il est passé, que les gens qui nous regardent et qui vous écoutent et qui vous ont écouté tiendront compte de ça et viendront sur vos stands quand vous ferez votre manifestation. Et le 25 et le 27, on va vous donner, si vous le souhaitez, une petite fenêtre. Pas trop grande quand même, une petite fenêtre. C'est toujours mieux que rien. Rien filet. 12h53. On prend, on revient sur l'actualité. L'actualité, c'est la rentrée scolaire du 7. Et là aussi, l'UNSA a voulu réagir au micro et à la caméra de Charlie Dagonia. On regarde. À l'Éducation nationale, la rectrice nous avait promis des masques depuis le 24 janvier. C'est sa circulaire et son courrier qui a été édité. Jusqu'à l'heure, pour l'ensemble et la grande majorité des personnels, on remarque que ces masques-là ne sont pas arrivés
en tout cas dans les mains des personnels, AESH, enseignants, aides-éducateurs et tous les personnels qu'on a questionnés nous ont répondu pas de masque. Il y a quelques collègues qui nous ont dit effectivement qu'ils ont reçu des masques à Saint-Martin, mais pas en Guadeloupe. Les masques chirurgicaux, ils sont en quantité infime dans les établissements. Et donc, à la limite, à chaque fois qu'on nous dit oui, on fait quelque chose, eh bien, c'est de la communication, c'est de la com, et on ne valide pas ça directement sur le terrain. Et moi, ça me pose réellement problème au niveau du SENSA. Chacun doit assumer ses responsabilités. Le rectorat, s'il n'assume pas la sécurité des personnels, les personnels auront la possibilité de se mettre en retrait, en droit de retrait, parce qu'ils n'ont pas justement ces masques-là qui leur sont dus. On demande que les masques chirurgicaux, comme c'est normalement doit être le cas, doivent être disponibles dès la rentrée, dès le 8, le lundi 7. Et sinon, on va demander aussi à chaque enseignant, chaque personnel, chaque AESH, assistant d'éducation aussi, de saisir le CHSCT pour une rupture d'égalité, une rupture de sécurité, de protection et une rupture de protocole. Il ne faut pas qu'on continue, entre guillemets, les mêmes erreurs qu'on a déjà fait par le passé. Le rectorat n'arrive pas à fournir les masques en quantité suffisante pour l'ensemble des personnels. Il faut que les masques soient disponibles pour les personnels le 7 au matin. Rien d'autre. Voilà, il est exactement 12h56. Le plus beau de tout ça, c'est qu'avant le carnaval, il y avait 20 000 masques qu'on devait distribuer dans les rues pour les carnavaliers, pour les gens qui assistaient. Et en même temps, l'école La Panimas, c'est vraiment l'incohérence totale. Mais enfin, bon, nous sommes habitués, c'est qu'on savait comment nous comprenons. Bon, 12h56, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Jérôme Geoffroy et aussi Philippe Romana. On sera dans la chronique de la Mutualité française. À tout de suite, ne partez pas. Monsieur Jérôme Geoffroy, bonjour. Bonjour, de la Mutualité française, c'est un habitué. Monsieur Philippe Romana, c'est aussi un habitué. Avec eux, on va parler de la prévention, de la promotion de la prévention de la santé dans les entreprises, ce qu'on appelle le PPS. Et puis un peu plus tard, on va recevoir Madame Pascale Loubert. Bonjour. Bonjour. Elle est responsable du secteur de la mission locale dans un secteur particulier, le Nord-Grande-Terre. Et la Carle. Et la Carle, bien sûr. À tout à l'heure. Alors, on va tout de suite y aller pour poser la question, pourquoi les mutuelles s'intéressent-elles à la PPS c'est important, ça. Alors, bien sûr, parce que les mutuelles sont régies par le code de la mutualité qui leur impose d'avoir des actions, notamment de prévention. Aujourd'hui, dans les contrats, nous sommes tenus de prendre en charge au moins 2 actions de prévention. Alors ça, c'est la théorie. Oui. On verra ensuite, est-ce que dans la pratique, quelle est la part, quel est l'effort des mutuelles, effectivement, en matière de prévention. Alors, je reviens vers Jérôme Geoffroy, puisqu'il est membre de la Mutualité française. Quel est le rôle de la Mutualité française dans le PPS, d'une manière générale? Alors, c'est vrai que la Mutualité française est un acteur de prévention. Donc, ça représente pratiquement 90% de notre activité. Et on a pour mission d'éduquer la population. Donc c'est vrai que là, on a l'opportunité de le faire avec un public cible qui est les salariés. Donc l'idée est de proposer également des actions de prévention dans un contexte. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va peut-être toucher certains domaines qu'on ne ferait pas avec forcément du grand public. Exemple, ça peut être les troubles musculo-squelettiques. Ça peut être aussi le sujet de l'alimentation. Un ouvrier qui part sur un chantier le matin, comment il va manger sous son chantier, etc. Dans quelles conditions aussi il va maintenir son plat, etc. Donc ces questions, c'est de l'éducation, c'est quelque chose qu'on peut faire au sein de l'entreprise pour justement permettre aux salariés d'augmenter leur capital santé. Mais est-ce qu'il existe une politique de la PPS dans les entreprises? Alors, mais avant tout, je voulais revenir sur la question de la participation réelle des entreprises. Oui. Il faut savoir que les mutuelles, c'est dans le marché de la protection sociale complémentaire santé, c'est des cotisations qui s'élèvent à 18 milliards d'euros. Ah, quand même. La question est de savoir quel est le pourcentage dans ces cotisations qui est alloué
à la prévention. À la prévention. Alors, au-delà du discours, c'est vrai, il faut qu'on s'intéresse aux chiffres. Et ce pourcentage n'est pas très élevé. Et il faut vraiment qu'on continue, avec l'aide de la Mutualité française, bien sûr, qu'on continue à travailler, que les mutuelles travaillent. Parce que, je vous dis, le pourcentage est de 0,09%, ce qui est extrêmement faible. Ce qui correspond à 40 centimes par adhérent. 40 centimes par oui, adhérent. tout à fait. Donc l'idée est de vraiment, sous l'impulsion des unions régionales, d'impulser cette politique au niveau des entreprises. Alors maintenant, à savoir si ça se passe dans les entreprises, c'est vrai que c'est important de le faire dans l'entreprise parce qu'on travaille dans une entreprise 8 heures par jour en principe, 8 heures par jour, et on n'a pas le temps, rentrant à la maison, de s'intéresser aux questions de PPS, de prévention et de promotion de la santé. Donc c'est important de passer ces messages. Par exemple, on a par exemple le docteur Henri Joseph qui donne des messages intéressants, mais une fois qu'il donne son message à lui, il y a au moins 20-30 messages qui vont dans le sens inverse. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'exporter ce message dans l'entreprise avec la collaboration des ressources humaines de l'entreprise pour mettre en place des actions vraiment qui vont lutter contre toutes ces pratiques qui vont à l'encontre de la santé, qui mettent en place des actions de prévention. Alors, il y a des entreprises qui ne nous ont pas attendus pour le faire, qui ont déjà mis en place des actions de prévention, ça, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup d'entreprises, je prends le cap. Je suis très heureux de voir Madame Lebert aujourd'hui, parce que Mission Locale, on travaille avec eux. Nous avons eu un petit déjeuner, me semble-t-il. Je ne sais pas si vous en souvenez, Madame Lebert. Un petit déjeuner avec des nutritionnistes qui expliquaient aux salariés comment faire la composition idéale du petit déjeuner. Le petit déjeuner, le didico. Le petit dico, c'est vers 10 heures, mais le petit déjeuner le matin, qui expliquait vraiment la composition idéale. Et je crois que les salariés l'ont bien retenu. On leur a offert aussi des choses intéressantes. Mais c'est une action à long terme. Vous venez de faire ça à Canal 10 un jour? Mais c'est évident, c'est évident. Mais vous êtes en bonne santé quand même. Je pense que vous avez quand même de bons petits déjeuners. Paraissez bien en forme. Non, mais enfin, c'est jamais indispensable, la prévention. Parce qu'on vient de parler de l'obésité tout à l'heure. Madame qui était là juste avant vous, elle disait que le problème de l'obésité, c'est la malnutrition. C'est que beaucoup de jeunes, de moins jeunes, sont mal nourris. Et résultat des courses, 2 enfants sur 5 qui naissent en Guadeloupe sont obèses. Et ça veut dire que ce sont des futurs adultes. Et donc, on prend les mauvaises habitudes dans l'enfance, on les transporte. Et en plus, l'enfant qui voit un parent qui est dans l'obésité en train de manger n'importe quoi, à n'importe quel moment. Bon, c'est pas bon. Donc c'est l'objectif, la pertinence des politiques de PPS, c'est ça dans les entreprises, M. Geoffroy. Oui, et il faut le faire. C'est très important. Vous voyez, on a parlé d'enfants. Les enfants, on va les toucher dans le milieu scolaire. Oui. Les adultes, c'est difficile de les avoir dans un certain cadre. Et le cadre de l'entreprise, c'est un moyen justement de leur parler de prévention, puisque l'obésité, l'alimentation, ce n'est pas des choses auxquelles on s'intéresse ou qui ont leur importance, alors que on oublie ça alors que c'est important. C'est ça. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans les entreprises, mettre en place des actions. Là où il y a déjà, c'est bien, il faut peut-être continuer et renforcer. Et dans les entreprises où il n'y a pas encore cette culture ou cette mise en place d'actions, il faut le faire. Je vais prendre l'exemple, par exemple, on a une action qui s'appelle journée de repérage. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'on va venir dans l'entreprise le matin avec une batterie de dépistage, diabète, hypertension, obésité, on peut aller même jusqu'au VIH. Oui. Et donc ça permet à tous les salariés de faire un petit check-up. Et derrière, ce check-up va être accompagné d'un message de prévention. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'amener la prévention au sein des entreprises. D'une manière générale, je pose la question quand même. Les entreprises, les chefs d'entreprise sont favorables à ce type de prévention à la PPS? Alors c'est une très bonne question. Comme d'habitude, vos questions sont très bonne question. Parce que c'est vrai que pour un chef d'entreprise, ce qui l'intéresse à court terme, c'est la rentabilité de l'entreprise. Oui. Or, mettre une action de PPS, de prévention au sein de l'entreprise, c'est du temps qui est sorti de l'activité de l'entreprise. Oui, c'est ça. Cependant, il y a des études qui prouvent que 1 euro versé, investi en PPS, rapporte 3-4 euros à moyen long terme. Voilà. À court terme, on ne voit pas, mais à moyen long terme, c'est très efficace. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, chez nous en Guadeloupe, chose intéressante, c'est que la plupart des maladies aujourd'hui sont des maladies chroniques. Beaucoup de maladies chroniques, ils sont liés à des comportements. C'est pour ça qu'il est important d'agir sur ces comportements
sur le long terme. Par exemple, dans les entreprises, si on arrive à mettre 2 actions de PPS dans l'année, c'est bien. Parce que souvent, les entreprises disent oui, mais à quel moment on le fait? Est-ce que c'est hors des horaires de travail? Est-ce que c'est pendant le travail? Par exemple, vous, si je viens à lundi, c'est pas maintenant que je ferai ça. Ah non, à midi, je mange même pas à Vous voyez, midi. c'est pas bien, par contre. Vraiment, il faut qu'on vienne vous voir. Je rattrape quand même. Voilà. Donc c'est important d'avoir un travail à long terme pour que les habitudes changent. Vous savez, les mauvaises habitudes, vieux zèbres, ça n'a pas qu'à sortir facile. Ah, bien, c'est vieux zèbres là, c'est plus longtemps qu'ils vont zèbres là. Voilà. Alors, est-ce que la PPS ne se sert que de l'intérêt des mutuelles, monsieur Geoffroy? Ou monsieur, je sais pas. Non, mais je vais répondre. Parce que monsieur Geoffroy, il représente l'union des. Voilà. Est-ce que ça ne sert que l'intérêt des mutuelles? C'est vrai qu'on pourrait penser a priori que si les adhérents sont bien, ont une bonne santé, on ne va pas dépenser, on n'aura pas de remboursement à faire. Et que ce serait uniquement favorable pour les mutuelles. Déjà, ce n'est pas le cas, mais pas du tout. Parce que, en fait, la position d'une mutuelle aujourd'hui, nous sommes positionnés en amont du système de santé. Nous sommes intégrés au système de santé en amont. C'est-à-dire, il faut savoir que la France est un très mauvais élève en matière de prévention. Le plus mauvais élève au niveau européen. C'est-à-dire qu'en matière de curatif, ils sont bons. Beaucoup de médicaments, c'est bon. En matière de préventif... Même trop. Parce que la mutualité française a déjà fait des actions ici, venue ici, expliquer avec un docteur, avec madame Pierre Justin, qu'on consomme trop de médicaments quelquefois. Et donc le curatif... Voilà, bien, mais le préventif, c'est-à-dire être en amont du système de santé, ça c'est important, c'est ce qui justifie le positionnement. Et puis je voyais un dentiste l'autre jour, qui était venu ici d'ailleurs avec moi, je lui dis, mais si tu fais de la prévention pour les dents, tu n'auras pas beaucoup de patients, de clients, mais c'est pas bon. Il m'a dit, mais non, au moins une visite par année sans avoir mal aux dents, ça c'était très important pour le dentiste, et ça me permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie, parce que quand j'extrais des dents, quand je mets des prothèses sans cesse, ça me stresse aussi. Donc une meilleure qualité de vie. Le but du jeu, c'est que les gens qu'on prenne en main notre santé. Le rapport avant le médecin qui donne beaucoup de médicaments, ça c'est fini. L'idée c'est qu'aujourd'hui, nous prenions en charge notre capital santé et qu'on l'entretienne. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une éducation de la thérapie, une éducation à l'école, comme la dame disait tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il y ait cette action qui soit menée au sein des entreprises. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le Covid. On a été un petit peu ralenti. Mais c'est une action essentielle qu'on doit mener. Et visiblement, M. Oumana, la MGPS... est un bon acteur dans ce domaine. Alors, j'aurais pu vous dire oui, comme ça, mais vous voyez, il se trouve que j'ai, à côté de moi, un exemple concret, j'avoue, je ne vous cache pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Mais en fait, vous pouvez nous dire, Mme Loubert, comment vous avez vécu, si vous étiez là le jour du petit déjeuner. Est-ce que vous faites un témoignage en direct? Excusez-moi, monsieur. Oui, vous pouvez y aller, madame. Alors, nous avons participé à une belle présentation avec une dame fort charmante qui nous a un petit peu fait un zoom sur les plantes, sur ce qui devrait composer notre petit déjeuner. J'ai retenu notamment le moringa. Moringa. Oui. Et elle nous disait que voilà, il fallait une hygiène de vie. Et non seulement dans l'assiette, mais aussi dans l'environnement, par rapport aux activités sportives à réaliser. Et nous avons gardé un très très bon souvenir de cette journée. Et voilà, merci beaucoup, Mme Loubert. C'est ça l'idée. Je pourrais vous dire, on fait. Oui. C'est du concret. Tout à fait. Et cette année, en 2021, c'était un peu plus compliqué avec le Covid. Avec la proximité, c'est pas toujours facile. Mais nous avons, avec la collaboration effectivement, de l'Union, effectivement, il nous permet d'avoir accès à des nutritionnistes, par exemple, des professionnels de santé, parce que nous ne sommes pas des professionnels. Mais nous mettons en relation des professionnels avec les entreprises. Et vous voyez, comme Madame Loubert n'a pas oublié cela. Elle m'a vu avec plaisir. Je me demandais, mais pourquoi elle est si heureuse de me voir? Je sais maintenant pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais Madame Loubert, vous ne m'avez pas dit tout ça. c'est très bien. Bon, voilà. Écoutez. Non, mais c'est une bonne analyse et c'est une bonne intervention parce que je pense qu'effectivement, dans l'entreprise, quelquefois, on se focalise sur le bénéfice, sur l'intérêt, etc. à court terme, et on oublie que finalement l'entreprise ne fonctionne qu'avec des salariés. Si pas des salariés de l'entreprise, ils sont toutes malades, sont tous obèses, la situation est compliquée, quoi. Donc, et c'est une bonne chose que la mutualité française fasse ce genre de choses. Et je vous assure que venir tout de suite après la dame sous l'obésité, ça tombe vraiment pile poil
dans l'émission et des gens qui regardent, y compris les chefs d'entreprise qui peut-être ont peur d'ouvrir leur agenda quand vous faites appel à eux. Peut-être, j'espère qu'ils vont mieux comprendre et mieux vous accueillir. Un dernier mot, M. Geoffroy? Oui. Alors après, c'est vrai que pour celles qui ont l'envie, peut-être qu'il faut un accompagnement. Oui. Et donc l'accompagnement, peut-être se retourner vers les mutuelles, s'il y a des contrats de groupe, ou vers la mutualité. Et là, on va peut-être identifier et voir comment on peut le faire. J'ai en tête une très belle action d'envergure qu'on a pu faire à Sopharma. C'était dans le cadre de Octobre Rose. Et donc l'idée, ça a été de sensibiliser l'ensemble des salariés aux problématiques liées au cancer du sein. Oui. Donc voilà, les femmes ont pu s'autopalper, les hommes ont pu également s'informer, sachant que le cancer du sein peut exister aussi chez les hommes, vous voyez. Oui, j'ai appris ça récemment. Donc voilà. Le 25 octobre, enfin, c'est en octobre qu'il y avait la journée Octobre Rose. Octobre Rose. Et il y a une Amazone qui est venue ici nous dire que les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein. Je sais. Vous ne saviez pas ça, Madame Loubert? Je ne savais pas ça. Il n'y a pas que les femmes, vous voyez. Sauf que pour les hommes, il y a peut-être moins d'opérations. On ne sera pas des Amazones quand même, on n'enlève rien, mais enfin, on peut être touché. En tout cas, on vous remercie pour cette petite intervention sur la promotion et la prévention de la santé dans les entreprises. Si vous avez raté le début, vous avez la possibilité de retrouver sur le podcast, sur le ZCL News ou sur Canal 10 sur le Facebook. Et c'est une intervention très importante de M. Philippe Roumana et de M. Geoffroy qu'on remercie. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est la fin de la grève à Capesterre-Belle-Eau. Ça fait plusieurs semaines à Capesterre. La situation était un peu tendue entre la municipalité et l'UGTG. Finalement, il y a eu un début d'accord. Je dis bien un début d'accord. Et Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre, a voulu réagir au micro de Maxime Morel. On regarde. Hier, nous avons pu signer un protocole de suspension de la grève. C'était l'occasion pour nous de réaffirmer, surtout de confirmer notre volonté d'apporter une amélioration à la situation de la carrière des agents, mais cela sans mettre à mal la situation financière de la ville qui est déjà très dégradée. Content que nous ayons pu nous entendre sur le fait que le contexte financier de ce fort déficit de 7 millions ne nous permette pas de répondre sur tout, mais que nous soyons conscients que c'est ensemble que nous allons pouvoir apporter ce mieux-être et ce mieux vivre sur le lieu de travail, l'ensemble du personnel de Capesterre-Belle-Eau. Et je voudrais surtout rassurer les familles parce qu'il était pour nous important que nous puissions trouver une issue rapide à ce conflit de manière à ce que les enfants puissent retrouver la cantine, retrouver un cadre scolaire qui soit normal parce qu'il y a maintenant 2 années qui sont pénalisées et ça nous ne pouvons plus le tolérer. Voilà, la grève, je vous l'ai dit, suspendue, terminée. 13h19, on prend une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Madame Loubert qui est là. Je vous dis, elle est représentante de la mission locale dans le secteur du Nord-Grande-Terre et de la Carle. Elle va nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne, puisque nous savons très bien que le rôle principal de cette mission locale, justement, c'est de permettre aux jeunes de jusqu'à 25 ans, c'est bien ça? Jusqu'à 25 ans, de trouver un emploi. Ce n'est pas toujours évident. Tout de suite. Voilà, il est 13h26, on va finir avec 2 dames. Edith Ebrilus, bonjour. Bonjour. Elle est là aujourd'hui en tant que présidente de la commission TPE de la Chambre de commerce. De la Chambre de commerce, de CCIG. Et j'avais avant Pascal Loubert, qui est la responsable de secteur de la mission locale. Alors, Pascal, merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être il y a encore des gens qui ne savent pas, c'est quoi la mission locale? Ça sert à quoi? Alors, je suis ravie d'être là aujourd'hui et rapidement, je vais présenter la mission locale. Donc, c'est une structure, une association qui est financée par l'État et les collectivités et qui a une mission de service public qui est présente dans le service public de l'emploi. Et son rôle, c'est d'accompagner les jeunes âgés entre 16 et 25 ans qui ne sont plus scolarisés et de les accompagner sur leur parcours social et professionnel. Donc quelques chiffres pour la mission locale Guadeloupe. Donc nous avons 33 lieux d'accueil, 98 salariés et en 2021, nous avons accompagné plus de 8000 jeunes. Avec ces jeunes, nous avons réussi près de 1984 entrées précisément en emploi, dont 534 en alternance. Nous avons 1200 jeunes qui sont rentrés en formation et nous avons versé près de 7 millions d'aides financières à ces jeunes. D'accord. Alors, c'est vrai que nous sommes aux côtés des collectivités de l'État pour la mise en œuvre des plans d'action en faveur des jeunes. Donc, naturellement, nous accompagnons nous intervenons dans le cadre du plan Un jeune, une solution et sur le plan d'investissement sur les compétences. Et depuis le 1er mars,
nous sommes en plein lancement du contrat engagement jeune mis en place par le gouvernement. Alors, avant d'y venir, je vais poser une question. D'une manière générale, la mission travaille avec le Pôle emploi ou pas? Bien sûr, nous sommes partenaires. Nous avons une convention de coopération depuis plusieurs années et qui nous permettent à tous les deux de travailler en faveur des jeunes du territoire et de mutualiser nos offres. Parce que quelquefois, j'ai cru comprendre quelquefois qu'il y avait des opérations communes dans certaines communes. Bien sûr. Avec la mission locale et le Pôle emploi, même pour du job dating, etc. Tout à fait. C'est justement dans le cadre de ce plan de coopération que nous validons chaque année par le biais d'un avenant. Et ce plan de coopération prévoit plusieurs axes d'intervention en commun, dont l'alternance, le travail avec les entreprises, la mise en formation, le financement des formations des jeunes et bien d'autres choses encore. Donc naturellement, nous travaillons aux côtés de Pôle emploi pour la mise en situation professionnelle des jeunes. Alors, vous avez mis en place un coworking, puisque le mot est à la mode maintenant. Il y avait le job dating, maintenant c'est le coworking. Alors, qu'est-ce que c'est le coworking pour des jeunes qui vous écoutent en ce moment? Alors, nous avons fait un constat, c'est qu'il y a des jeunes qui sont dans des zones blanches, il y a des jeunes qui rencontrent des problématiques pour faire leur démarche, qui sont de plus en plus dématérialisés. Nous avons aussi fait le constat qu'il y a des jeunes qui sont en situation d'isolement. Et nous avons aussi, donc suite à ces constats, nous avons décidé de chercher un financement. Donc nous avons sollicité la Caisse d'épargne CEPAC, qui nous a permis justement de créer et d'aménager un espace coworking. Donc cet espace coworking, il est situé à Petit Pérou, dans les locaux du siège, et un local qui fait aussi office d'antenne centre. Et c'est un espace, comme tous les espaces coworking, qui est très bien aménagé, très agréable, très convivial, et qui va permettre aux jeunes de venir. Cet espace, il s'appelle l'espace coworking Rêve en moins. Rêve en moins. Et qui va permettre aux jeunes. C'est Saint-Éloi qui l'a baptisé? Ce sont les jeunes qui ont trouvé cette appellation et qui va permettre aux jeunes de s'installer, de profiter de l'aménagement. C'est ouvert dès le matin? Dès le matin, donc l'accès à Internet, l'accès à du matériel numérique. Et nous avons voulu que cet espace se distingue des autres par le fait qu'il est gratuit, dédié aux jeunes et qui va offrir une offre de services pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, cette offre de services sera composée d'événements et d'ateliers. Donc des ateliers, par exemple, animés en interne ou en externe, sur la recherche d'emploi, sur des webinaires sur tous les aspects de l'accompagnement, que sont le projet professionnel, l'emploi, la formation, la santé, le logement, la citoyenneté, sport, culture, loisirs, la recherche de financement. Donc on a prévu en tout cas toute une planification. Et donc pour avoir justement bénéficié soit de cette planification ou utiliser cet espace de manière autonome, mais les jeunes sont amenés à nous appeler au 05 90 82 0011 pour 05 90 82 0011 pour réserver, puisque si nous avons une planification, il se pourrait qu'ils se déplacent et que l'espace ne leur soit pas accessible. Donc ils vont réserver ou alors ils vont prendre les dates pour participer aux différents événements. Donc voilà, donc pour revenir sur notre grande actualité du moment, le contrat d'engagement jeune, donc nous appelons tous les jeunes à nous contacter puisque c'est un bel accompagnement qui rajoute en fait une dynamique qu'on n'a pas connue jusque-là, c'est-à-dire une mise en activité des jeunes entre 15 et 20 heures par semaine et pour un accompagnement qui peut durer de 6 à 12 mois. Avec un financement à hauteur de 500 € maximum. Mais ça veut dire qu'il faut que le jeune en question vienne avec un projet, ou bien le projet, c'est vous qui le proposez? Alors, on dit à la mission locale, vous venez comme vous êtes. Dès que on remplit les conditions d'âge, donc dans le cadre du SEJ, on s'adresse aux jeunes
16-25 ans qui ne sont plus scolarisés, mais on s'adresse aussi aux jeunes qui ont jusqu'à 29 ans et qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cet accompagnement, ce sont 5 mots. Alors, c'est un accompagnement qui est englobant, puisque nous avons un accompagnement global qui prend en compte l'ensemble des problématiques que peut rencontrer un citoyen. C'est un accompagnement qui est programmatique, puisque pour pouvoir remplir 15 à 20 heures d'activité par semaine, il faut que le conseiller référent de ce jeune, avec ce jeune, acte ensemble des rendez-vous, des entretiens, des actions, des démarches à faire ou de la participation à des actions collectives. D'accord ? On va aussi retenir l'aspect structurant, puisque nous allons travailler avec des partenaires. Donc les jeunes pourront, quand ils seront avec des partenaires comme le RSMA ou avec l'école de la deuxième chance ou les centres de formation ou en emploi aidé, et on va estimer qu'ils sont dans un parcours structurant et donc il y aura le maintien de cet accompagnement et le versement d'une aide pour pouvoir se déplacer en fonction de la situation fiscale. Oui. Et on va aussi retenir que on demande aux jeunes d'être motivés et de s'engager dans ces parcours, puisque si nous avions la garantie jeune qui était déjà un accompagnement renforcé, là, c'est vraiment une garantie jeune encore plus renforcée où on va demander à l'entrée en SEJ un engagement à se mettre en activité pendant 15 à 20 heures par semaine. Alors, je pose quand même la question, et un jeune qui est diplômé mais qui est à la rue? Alors, donc, comme on le dit, nos portes sont ouvertes à tous les jeunes qui ne sont plus qui sont pas scolarisés. Oui. Et dans le cadre du SEJ, les jeunes qui sont concernés sont les jeunes qui sont ni en formation ni étudiants. Voilà, donc on a un cadre à respecter. Tous les jeunes sont éligibles à l'accompagnement, diplômés ou pas. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ben écoutez, on va rappeler premièrement l'espace de coworking qui est à Petit Pérou, au siège de la mission locale. Sur inscription. Oui, alors il vaut mieux appeler plutôt que de se déplacer et que ce jour-là, il y a un événement 05 90 82 0011 et nous avons aussi le site de la mission locale www.missionlocaleguadeloupe.fr où les jeunes peuvent déjà se préinscrire ou demander à ce qu'on les contacte. Bien, c'est bien dit et j'espère que le message est passé et que les jeunes qui regardent ou leurs parents en tout cas prendront acte de tout ça. Nous les attendons. Oui, on les attend. Ne partez pas, puisqu'on va parler de choses qui peuvent vous intéresser. On va parler des femmes de la CCIG et c'est la 3e édition. C'est la deuxième édition. Oui. De femmes. Alors, comment on appelle ça? Femmes au pouvoir ou femmes à l'entreprise? Comment on va appeler ça? Non, en 2020, c'était la première édition qui s'intitulait Femmes de savoir Femmes de pouvoir. Ah. Et là, en 2022, ce sera la 2e édition, puisque la pandémie a obligé que nous fassions l'impasse sur les autres éditions. Donc, l'édition de mercredi 11 mars sera Femmes courage et femmes d'expérience. Femmes courage et femmes Femmes courage et femmes d'expérience. Femmes d'expérience. Oui, parce que il faut savoir que CCI France, depuis à peu près 4 ans, met en avant l'action des femmes chefs d'entreprise, chose qui ne se faisait pas auparavant. Et depuis 2020, j'avais déjà la commission des très petites entreprises, donc j'avais décidé de faire la première édition pour la reconnaissance des femmes, parce que souvent, quand on parle de chef d'entreprise, c'est au masculin. Mais il faut savoir que c'est aussi au féminin, puisque nous avons à peu près 33% des femmes qui sont chefs d'entreprise sur notre listing chambre de commerce. CCI, 33%. Oui, 33%. C'est un chiffre en augmentation. C'est un chiffre en augmentation, puisque je me rappelle en 2020, nous étions 30%, donc on représentait à peu près 9000 femmes. Et là, nous sommes à peu près plus de 12 000 femmes qui sont chefs d'entreprise. Parce que pourquoi la commission des TPE que je préside a décidé de reconduire l'action? C'est parce que les femmes chefs d'entreprise ont besoin de se sécuriser.
elles ont besoin de sécurité, puisque nous sortons d'une longue pandémie, en tout cas nous allons sortir d'une pandémie, et ces femmes-là qui étaient déjà épanouies veulent continuer leur épanouissement, elles veulent leur reconnaissance, elles veulent continuer à œuvrer dans l'entreprise, parce que l'entreprise c'est une belle chose. Et donc c'est pour cette raison qu'à la Chambre de commerce, le président Patrick Vial-Collé a validé cette manifestation qui, le 11 mars, mettra à peu près 8 femmes en valeur. Pas en valeur, bon, on va les primer, parce que ce sont des femmes, ce sont des femmes qui vont de 29 ans à 80 ans. La plus jeune femme a 29 ans et la plus âgée, elle a chef d'entreprise qui a 80 ans. Elle a 80 ans, elle est encore chef d'entreprise. Et juste la petite histoire, hier elle a eu quelques larmes parce qu'elle a entendu la mort de Jean-Pierre Pernaut. Et Jean-Pierre Pernaut était venu à Désirade lui faire une émission sur sa cuisine. C'était en 2015. Et donc c'était déjà une manière de mettre en avant la femme guadeloupéenne, la femme chef d'entreprise. Donc nous aurons 8 femmes de 29 ans à 80 ans qui vont recevoir le prix de la Chambre de commerce, parce que maintenant, il faut que cette action soit vraiment ancrée dans les actions de la Chambre de commerce. Et dans cette manifestation, pour permettre aux femmes d'avoir encore plus leur estime, de plus faire en sorte qu'elles soient dans l'entreprise et tout, nous avons 2 conférences. Une conférence avec Pierre-Yves Chicot, dont le thème sera « Ma patronne, c'est mon patron ». Donc, une manière d'inciter encore les femmes à être chefs d'entreprise, parce que les femmes ont besoin de se réaliser aussi à travers l'entreprise. Et nous aurons une deuxième conférence par Madame Patricia Brafran-Trobo, qui s'intitulera « Pourquoi faut-il cultiver l'estime de soi ?» Donc, nous sommes bien maintenant dans cette dynamique de dire aux femmes, il n'y a pas de complexe à dire qu'on est chef d'entreprise, quel que soit dans le secteur d'activité que vous êtes. Il ne faut pas non plus se comparer toujours à l'homme et à la femme, parce qu'il faut des deux. Je dis toujours que c'est une synchronisation. Il faut des hommes. C'est vrai que nous observons, il y a des femmes maintenant qui sont dans les métiers qu'on va dire entre guillemets les métiers d'hommes. Et donc maintenant, les femmes se réalisent parce qu'elles ont besoin de s'affirmer en tant que femme chef d'entreprise. Oui, alors, dans quel secteur on trouve le plus de femmes à la CCI ? Bon, à la CCI, vous savez, nous avons 3 secteurs d'activité, et c'est l'industrie. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui. C'est dans le service et dans le commerce. Oui. Et donc, mais les femmes que nous allons primer mardi 11, ces femmes-là représentent un peu tous les secteurs d'activité. D'accord. Et là, cette soirée, il y aura une soirée, c'est une soirée. Alors, c'est une soirée de reconnaissance, puisque... et vous savez pourquoi ça me tient à cœur de faire cette soirée-là? C'est parce que moi-même, j'ai été primée Madame Commerce de France. J'ai été primée Madame Commerce de France, et c'est une manière de valoriser la femme. C'est pas la femme contre l'homme, mais une manière parce que la femme, elle a un savoir, elle sait faire, elle sait agir. Donc, quand elle verra que d'autres femmes font, c'est une manière pour ces femmes-là qui hésitent encore à se lancer dans l'entreprise, c'est une manière pour ces femmes-là de se dire, bon, moi j'y vais. L'idée là, moi on voulait aller aussi. Ouais. Et il faut savoir que après cette pandémie-là, nous sommes là pour que nous puissions accompagner ces femmes pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles et se dire, il y avait la pandémie, parce que l'entreprise c'est aussi ça. L'entreprise a de bons jours, l'entreprise a des jours aussi qui sont néfastes. Oui. Donc, il faut savoir être là, dans l'entreprise, quel que soit beau temps, quel que soit mauvais temps, il faut s'attirer par l'entreprise. Oui. Donc, il y aura une très belle soirée. Les hommes sont invités quand même? Oui, les hommes sont invités. Il y aura une très belle soirée. Oui. Ça se passera au WTC, au World Trade Center, le vendredi 11 mars. Oui.
Et il y aura il y aura des déclamations de poèmes pour les femmes chefs d'entreprise. Il y aura des artistes au féminin. Il y aura entre autres Madame Jessie Belval qui sera là. Il y aura, ce sera une belle soirée avec nos 2 conférenciers qui seront là. Donc et puis nous allons primer les femmes devant une belle assemblée et donc il y aura des discours, etc. Donc c'est pour les femmes. Cette soirée est dédiée aux femmes chefs d'entreprise. Oui. Je voulais poser la question à Pascal qui parlait tout à l'heure de jeunes. À la mission locale, vous recevez plus d'hommes ou de femmes parmi les jeunes qui créent des emplois, ou qui créent leur emploi, ou qui viennent en quête d'emploi? Alors, on a beaucoup de femmes qui créent. Et justement, de jeunes femmes, puisque nous avons, dans la semaine du 18 février, la semaine de l'inauguration du coworking, nous avions une expérimentation qui était là, dans la semaine de la Flash Cop. Donc, un jeune homme et quelques jeunes femmes qui ont expérimenté une entreprise éphémère et qui ont proposé des produits de beauté avec une marraine, une personne qui avait déjà son entreprise dans ce domaine-là et qui les a mis en situation de création d'activités. Donc pendant toute cette période, ces jeunes-là ont produit et les articles ont été mis à la vente. Les produits ont été mis à la vente et ça a été un très très beau succès. Tous les produits ont été écoulés. Bon, dites oui. Donc, ce que je voulais dire à madame, c'est que je vais représenter la Chambre de commerce à la mission locale. Oui. Donc, je crois qu'il y aura du travail à faire. Je crois qu'il y aura beaucoup de travail à faire ou à refaire, puisque c'est vrai que ces jeunes-là méritent un modèle. Ces jeunes-là méritent un accompagnement et il faudrait décomplexer dans leur tête l'idée que l'entreprise, c'est quelque chose où on travaille beaucoup. C'est vrai qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il faut se lever tôt, quelquefois se coucher tard. Oui. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, il faut quand même prendre la mesure des choses, puisque surtout quand on a des salariés. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser, puisque je vais représenter la Chambre de commerce à la mission locale. D'accord. Alors je vais rebondir parce on a des équipes dédiées, donc on a 3 personnes qui travaillent au niveau de la création d'activités. Donc il y a une qui représente l'accompagnement groupement créateur, avec la possibilité d'accompagner des jeunes qui ont une idée de projet. Donc elle va les aider à clarifier, elle va faire un diagnostic, elle va établir un plan d'action pour leur permettre d'aller jusqu'à la finalisation ou pas de cette idée. Et ensuite, si ça se concrétise, d'aller vers un accompagnement à la création d'entreprise. Et nous avons 2 salariés, 2 agents qui travaillent sur un projet qui s'appelle APPIC. Alors, je ne vais pas pouvoir m'étendre trop là-dessus, mais en tout cas, la mission locale Guadeloupe a répondu à un appel à projet, toujours dans le cadre de la création d'activités, et elles ont une spécificité qu'elles mettent en œuvre avec des jeunes qui souhaitent aussi créer. Voilà. Bien, on va, un dernier mot. Donc j'inviterai toutes les femmes chefs d'entreprise parce qu'il y aura 8 femmes qui seront mises en lumière le 11 mars au World Trade Center, que les gens appellent pour leur réservation au 05 90 93 76 43 ou au 05 90 99 14 98. Bien. Donc c'est la 2e édition et j'invite les femmes chefs d'entreprise à faire le pas et comme ça elles verront pourquoi il va falloir entretenir l'estime de soi quand on est dans l'entreprise. C'est bien dit. Voilà, 13h46, c'est une femme qu'on va recevoir encore tout de suite. C'est la chronique SDEM. C'est parti tout de suite avec Sandy 2. Parce que la Sandy 1, elle est là.
Ben voilà, c'est jeudi, comme tous les jeudis, on va retrouver le SDM avec Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Danick, bonjour à tous, toujours un plaisir d'être là. Et quoi de neuf aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai prévu une rubrique, la rubrique mode, oui. Et je suis bien accompagnée, hein, comme tu le sais. Toujours, voilà. Donc je reçois un artiste, mais également qui est un créateur. Donc voilà, donc Stanley, bienvenue dans la chronique S2M. Bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier pour me permettre de mettre en lumière mes talents de créateur. Je remercie Canal 10, ZCL et 3 Sandy. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je sais faire de mieux. Très bien. Alors, Stanley, on t'a connu, en tout cas pour les amateurs de musique, en tant qu'Eslaïta. Et là, on va te découvrir en tant que créateur de bijoux. En fait, tu as créé ta marque, donc Cryptonac. D'ailleurs, c'est ce que je porte, Danick, aujourd'hui. Ce t-shirt Cryptonac, t'as vu? Voilà, oui, Stanley aussi. Il y a pas pour les femmes, il n'y en a pas pour les hommes. Non, mais justement, il va nous parler de tout ça. Voilà. Donc, Stanley, est-ce que tu peux nous présenter ta marque Cryptonac? Oui, bien sûr. Donc, Cryptonac, c'est pour moi deux choses. Donc, c'est-à-dire que tout d'abord, Cryptonac, ça a été pour moi un outil qui m'a permis pas de me développer, mais de tirer le meilleur de ma propre personne, de ma personnalité. Et la deuxième chose, Cryptonac pour moi représente la matérialisation d'une pensée. Parce qu'on a tendance à ignorer que, en fait, nous avons des pensées que nous pouvons matérialiser. À travers comme on peut dire, peut-être des dons, bien peut-être à travers une passion. Mm-hmm. Et ça a été essentiel pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et pendant ce cheminement-là, je me suis dit, mais si ça a pu m'aider aussi, pourquoi ne pas pouvoir le proposer à tout le monde? Très bien. Et ton segment marketing, alors ta marque, hein, puisque Cryptonac, c'est une ligne de vêtements, mais également des bijoux. Alors, voilà, ton segment marketing, c'est qui? Est-ce que c'est pour les femmes, les hommes, les enfants? Quelle est ta cible? Alors, Cryptonac a pour ambition de devenir une marque de luxe, si je peux l'appeler comme ça. Il est en direction des enfants. Je l'écris en direction des enfants, des femmes, des hommes, de tout public. De tout public. Et là, nous sommes au tout début de ce projet. Enfin, quand je dis au tout début, officiellement, nous sommes au tout début de ce projet. Il faut savoir que Cryptonac, c'est une marque qui a été déposée. Et donc, en gros, en fait, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec les gens, justement, cette vibration et apporter ma contribution à la beauté, à la mode. Est-ce que tu peux nous présenter tes bijoux? Stanley, j'ai vu que tu es venu avec quelques bijoux. Tu as vu Danick, hein? Il y a peut-être quelques bijoux qui pourraient t'intéresser. Alors, je vois qu'il y a des bijoux qui sont un petit peu plus imposants que d'autres. Alors, ceux que tu as devant, notamment, ils sont destinés aux femmes. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as ramené, Stanley? Alors, ce que j'ai devant, ce sont des colliers. C'est le premier type de collier que j'ai. Le deuxième type de collier que j'ai. On va nous faire un gros plan pour qu'on puisse voir ça bien comme il faut. Oui. Donc, du coup, juste devant ici, vous avez un collier qui est en améthyste. Je vais tourner légèrement pour qu'on puisse bien voir. Vous avez un collier ici qui est en améthyste. Donc vous avez ici une petite représentation qui fait un peu style grappe de raisin. Donc c'est vraiment, chaque collier a sa personnalité, chaque collier a son inspiration. C'est-à-dire que vous pourrez voir, comme le collier qui est ici, celui que vous allez voir tout à l'heure, il se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Les pierres sont différentes. Les pierres sont différentes et chaque pierre déjà en elle-même est différente. La disposition, de la manière dont c'est fait, l'harmonie avec laquelle c'est fait, tout ça,
c'est du domaine de la création. Tu me parlais de vertus également pour certaines de tes créations. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est surtout ce qu'il faudrait aussi mettre en avant, les vertus des colliers par rapport aux pierres, c'est ça que tu utilises? Exactement. Donc en fait, vous avez des pierres comme la métisse, comme l'œil de chat, comme la pierre de lave, œil de tigre. Donc en fait, il y en a pas mal. D'accord. Il y en a pas mal et il y en a... Et chaque collier est unique. Comme et chaque collier est unique. Donc, comme l'œil de chat, par exemple. L'œil de chat, c'est une pierre qui permet de booster ou bien d'améliorer de la clairvoyance pour les gens qui sont intéressés par ça. Donc, pour ne pas... Mais on a besoin de ça, nous. On a besoin de ça. Dany, qu'est-ce que tu en penses? Je peux t'offrir ce magnifique collier. Je ne vais pas dire. La clairvoyance. Mon anniversaire est déjà passé, mais mon anniversaire... Mais quand même, dans le ZCL, on s'offre des cadeaux toute l'année. C'est un très beau collier avec le chat, effectivement. Je ne peux même pas dire que c'est ciblé femme ou homme. Je pense que c'est un collier que n'importe qui peut porter. Exactement. Oui. Et moi, je me suis toujours posé la question quand je vois ce type de collier sur l'investissement, le temps de travail. Un collier comme ça, Stanley, par exemple, c'est combien d'heures de travail à peu près? Alors, celui-là? Alors, celui qui intéresse Danick. Celui-là. L'œil de chat, avec l'œil de chat. Alors, celui-là, je l'ai fait 3 fois. Ah ouais. Donc, je vous donne l'idée du temps que ça peut prendre. Parce que je me réveille le matin, j'ai des endroits, justement, je pensais en parler, j'ai des endroits stratégiques, des endroits où, pour moi, où il y a de l'énergie, où tu te sens bien. Et à ces endroits-là, voilà, je me pose à cet endroit-là. Dès que je sens que je peux avoir une inspiration, je me pose à cet endroit-là avec ma petite valise. J'ai une valise que je transporte partout, avec tous mes éléments dedans. Et je installe mon petit atelier, je me pose là et je me laisse porter par la nature, par le chant des oiseaux, par le vent. Wow. Franchement, et du coup, je prends mon temps et je fais mon bijou. Faut et pas quand j'ai terminé, faut pas stresser. Non, c'est pas vite à stresser. Si tu veux donner de la joie, de l'amour et de la beauté aux gens, tu peux pas faire un truc en étant stressé. Ouais. En même temps, Cryptonac, le fort de la marque, c'est que c'est pas une usine, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui réalise ces créations-là. Et quand tu achètes ça, tu achètes du temps. Tu achètes de l'amour, parce qu'il faut avoir de l'amour pour ça, pour pouvoir réussir à faire ça. Et selon ce que toi, tu recherches, les vertus, ou bien simplement la beauté du bijou, parce qu'on a tout type de personnes sur Terre, et bien à ce moment-là, tu fais ton choix. Une petite anecdote, je ne vais pas être trop long, une petite anecdote. Lorsque j'expose mes colliers, il y a toujours une personne qui s'approche et qui voit un collier. Et il ne peut plus s'en détacher, il ne regarde plus les autres, c'est celui-là qu'il veut. Généralement, ça se passe comme ça. Et franchement, ça me fait super plaisir. Parce qu'en fait, ça veut dire au fond que le collier peut être choisi sa personne. Wow. Non, mais... c'est top. En tant que créateur, je le vois dans ce sens-là, comme ça peut être dans l'autre sens aussi. En tout cas, on ressent la passion, en tout cas, quand tu parles, la passion. Et je pense que c'est important, justement, lorsqu'on est créateur, d'être passionné par ce qu'on fait, d'être convaincu pour être aussi convaincant. En tout cas, très bien. Juste une petite question. Il y aura un défilé, une présentation prévue pour les bijoux et les vêtements? Alors, pour le moment, on n'a pas de date de prévue. Il n'y a pas très longtemps, on a organisé... Caribbean Casting Designer, que je vais vous parler tout à l'heure, qui est un magasin à Welbourn de Jarry, dans le centre commercial, a organisé un showroom privé. On avait quelques personnes, c'était assez sympathique, assez feutré. Et on compte, et je compte personnellement, au titre de Cryptonac, réaliser dans un futur proche ou modéré, effectivement réaliser des défilés. On sera informé. Exactement, ça c'est clair. Donc on peut retrouver effectivement tes créations, c'est ça? Donc j'aimerais dire, alors, oui. On peut les retrouver dans cette boutique? Oui, dans la boutique Caribbean Casting Designer. Galerie Welbourn à Jarry. Très bien. Est-ce que tu as des coordonnées, sites, les réseaux sociaux où on peut te suivre? Oui, alors j'affectionne énormément Instagram parce que je trouve que c'est assez intuitif et qu'on peut vraiment faire voir ce qu'on sait faire et partager des émotions avec les gens plus aisément sur Instagram. Donc par rapport à ça, j'ai fait en premier lieu mon compte Instagram. Cryptonac. _ officiel.
Très bien. Pas compliqué. Très bien. En tout cas, merci Stanley. Vraiment, merci de nous avoir présenté tes très belles créations. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et puis, je te vois tout à l'heure puisque j'ai besoin d'un petit collier pour Danick. Ok, bien super. Voilà, ça me tient à cœur. Voilà. En tout cas, voilà, c'était samedi pour la chronique S2M. Merci Danick. Je vous retrouve jeudi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram Sandy Kelly officielle. Chronique S2M sur Facebook pour suivre l'ensemble de l'actualité. Et jeudi, je te réserve du lourd. Bien, on verra ça. Allez, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le ZCL continue, puisque nous avons encore d'autres invités. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h58. Le ZCL de ce jeudi est terminé. Je vous donne rendez-vous ce soir, demain, bien sûr, pour le ZCL News du vendredi. Mais ce soir, vers 16h, il y a le ZCL Events avec Naïla et un spécial focus sur un dessinateur caribulien que vous connaissez certains, qui s'appelle mais oui, Roland Montpierre. Il vient de sortir au Tijan l'Horizon, qu'on a reçu la semaine dernière, mais cette fois-ci, il sera tout seul avec Naïla. Je vous conseille de regarder, d'écouter, parce qu'il y a une musique aussi à beau. Sinon, aujourd'hui, on a reçu Marie-Élise Sexius, c'est la présidente de Lagos. Lagos, c'est l'association anti-Guyane qui s'occupe et qui lutte contre l'obésité. Ensuite, Jérôme Geoffroy, de la Mutualité française, et Philippe Romana de la MGPS, ont parlé de la prévention, justement, dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle le PPS, la prévention de la santé dans les entreprises. Nous avons reçu aussi Pascal Loubert, qui est la responsable de la mission locale pour le secteur Nord-Grande Terre et de la CARL. Elle a parlé d'une manifestation qui s'organise pour les jeunes, le coworking. Si vous êtes intéressé, je vous redonne le téléphone, attendant qu'à trouver, oui, voilà. À ce moment-là, vous appelez le 93, non, c'est pas ça, le 82 00 011, 82 0011, si vous voulez participer à une séance de coworking. C'est très important pour les jeunes qui cherchent un emploi et qui ont quelques difficultés entre 16 et 25 ans et quelquefois ça va jusqu'à 29 ans. On a reçu ensuite Edith Evidus, qui est la présidente de la commission TPE de la CCIG et qui organise le 11, c'est-à-dire la semaine prochaine, vendredi prochain, une journée pour les femmes. Ça va s'appeler Femmes Courage et Femmes d'Expérience. 2 numéros de téléphone, 93 76 43 et 99 14 98. C'est très important. Puis on a vu Sandy Sky comme chaque semaine dans son SDM et on a parlé de colliers. Des belles petits colliers choux, non, colliers de œil de tigre, c'est les plus beaux. Et puis pour l'information, on est allé faire un tour à Capesterre avec le maire de Capesterre qui donc a reçu les responsables de la filière banane avec eux. Ils sont en train de préparer quelque chose pour valoriser la filière et la commune. L'UNSA demande des masques, mais carnaval fini, mon cher ami Jacobson. Mais enfin, il n'y avait pas suffisamment de masques pour l'école de 7, c'est très sérieux, alors qu'on parle déjà de la suppression des masques en France et l'abandon du pass vaccinal à partir du 14 mars. Il n'y a pas dit qu'il y a fait 20 ans nous en Guadeloupe, puisque c'est prévu normalement le 7, mais est-ce que le préfet va lancer un pass vaccinal, le vaccinodrome de Rizé, de Pôle emploi, de Pôle Caraïbes est fermé. Et est-ce que ici, le pass vaccinal, on n'en parlera plus. Je rappelle qu'il y a un Guadeloupéen qui s'appelle David Delumeau
qui est en grève de l'humour, qui est en grève de la faim depuis déjà 2 semaines. Il y avait une conférence de presse ce matin du GTG et de l'UTS sur cette question. Et puis, nous avons parlé de la fin de la grève à CBE, à Capesterre-Belle-Eau, puisque vous savez qu'il y avait une grève qui, depuis quelques semaines, perturbait un peu la vie citoyenne là-bas. Cette grève est terminée. Voilà, la réalisation était assurée par Jordan Number One et avec, bien sûr, Sandy One. Jordan One et Sandy One dans le ZCL le jeudi et le vendredi. Parce qu'il y a Sandy 2. Sandy 2, c'est celle qui fait S2M. Donc il y a Sandy One. Voilà, c'est fini. On se retrouve demain à la même heure. Pas désespéré, nous ne revenons pas de problème à demain.